de 28 millions de décès sont dus au VIH-Sida dans le monde. Les enfants ne sont pas épargnés par la pandémie. Ils sont près de 15 millions à perdre la vie tous les ans, une situation qui interpelle certaines ONG. Plus de rigueur au travail, mais aussi une amélioration de leurs conditions de travail. Ce sont là les revendications du syndicat national des agents des établissements sanitaires à base communautaire de Côte d'Ivoire. Et puis, qui de José Mario Bassa ou de Nino Nabian va occuper le fauteuil présidentiel en Guinée-Bissau. Nous le saurons dans quelques jours. En attendant, le dépouillement des bulletins de vote se poursuit. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Plus de 370 000 enfants de moins de 15 ans sont infectés chaque année par le VIH-Sida selon l'ONU-Sida. Et l'on dénombre près de 15 millions d'enfants orphelins du fait du VIH-Sida, des chiffres qui donnent le tournis pour freiner donc l'impact de cette maladie sur les enfants. De nombreuses ONG multiplient sensibilisation et prise en charge des enfants malades. Le dossier de Patricia Omoetia. Elle est séropositive. Elle a transmis le virus à sa fille âgée de 6 ans. Je tombais beaucoup malade, je ne savais pas. Donc après l'accouchement, j'allais faire le vaccin de l'enfant. Et là, ils m'ont demandé de faire mon test. Je suis allé faire. Là, j'ai su que j'étais malade. Mais après, depuis que j'ai su ça, je ne tombe plus malade. Alors, chaque mois, je tombais malade. Je ne savais pas aussi pour l'enfant. Elle dépérit, elle ne comprenait pas. Ça, elle fait son test aussi, on dit elle a le sida. Mère et fille prennent quotidiennement leurs médicaments. Elles se rendent chaque 3 mois dans un centre hospitalier pour le suivi de leur traitement. Selon le docteur Dengui, les antirétroviraux permettent de prolonger la durée de vie. Tous les médicaments antirétroviraux sont offerts gratuitement aux enfants. Et on remet l'enfant, l'ordonnance à l'enfant, il prend ses médicaments, il revient vers l'assistante sociale qui lui explique les médicaments à l'enfant ou aux parents et le parent repart. Mais la politique aujourd'hui, c'est dépister les enfants de plus en plus précocement. Parce que si on ne fait rien, 50% d'entre eux meurent avant l'âge de 2 ans. Aujourd'hui, des mesures de soutien permettent aux familles, aux organisations non gouvernementales et aux communautés d'instaurer l'environnement protecteur dont les orphelins ont besoin et auquel ils ont droit. Cette année, nous allons mettre un accent sur l'autonomie des familles. Parce que ces fonds, aujourd'hui, c'est vrai qu'on les a, mais rien ne nous dit que ça serait continuel. Donc il faut amener les parents à pouvoir avoir des ressources eux-mêmes et pouvoir s'occuper de leurs enfants. On aide les parents aussi sur le côté santé. Santé, on paye les examens biologiques, les ordonnances et puis alimentaire. On leur apporte des kits alimentaires. En Afrique de l'Ouest, le VIH-Sida a déjà rendu orphelin une génération d'enfants. Selon ONU-Sida, plus de 11 millions d'enfants de moins de 15 ans sont privés à cause du sida d'un ou de leurs 2 parents. Ma mère, je la remercie aussi. Parce que si elle n'était pas là, moi aussi, on voulait me rejeter. Ma maman est décédée en 2010. Mon père est décédé en 1993. On ne me rejette pas. Je suis chez le frère de mon papa. Toujours selon ONU-Sida, le nombre d'orphelins continuera d'augmenter dans les années à venir en raison de la proportion élevée d'adultes vivant déjà avec le virus. Le 7 mai de chaque année est déclaré Journée mondiale des orphelins du sida. Le sida est une maladie dont l'impact ne cesse de croître d'année en année. Il tue des millions de personnes et n'épargne pas les enfants qui en sont des victimes directes, enfants séropositifs ou indirects, orphelins du sida. Aujourd'hui, il s'agit d'un véritable problème mondial, nécessitant une prise de conscience et des actions immédiates et universelles. Et puis les agents de santé participent à un mieux-être des malades et à l'amélioration de la qualité des soins. C'est leur devoir, mais ils ont aussi des droits et ils ont tenu à le dire haut et fort lors d'une conférence débat organisée par le syndicat national des agents des établissements sanitaires à base communautaire. En clair, ils demandent une amélioration de leurs conditions de travail. On en sait plus avec Parga Sokokone et Franck Quadio. Les agents de santé exerçant dans les établissements sanitaires à base communautaire font 70 à 80% de consultations. L'affirmation est du syndicat national des agents des établissements sanitaires à base communautaire de Côte d'Ivoire. Des agents de santé qui disent rencontrer des difficultés dans l'exercice de leur métier. Les structures à base communautaire, depuis 2011, ont été réquisitionnées. Nous sommes payés à travers le trésor. Mais pour être payé, il faut chaque fois courir derrière les salaires. Aujourd'hui, nous ne savons même pas si nous sommes fonctionnaires, si nous sommes agents de l'État ou si nous sommes agents du privé. Nous ne connaissons même pas de notre statut.
Des difficultés souvent liées à la méconnaissance de certains aspects. Une conférence débat donc en vue de mobiliser mais aussi sensibiliser les agents sur leurs droits et devoirs. Il s'agit de pouvoir permettre à des personnes qui exercent dans un domaine très particulier, c'est-à-dire celui de la santé, de pouvoir gagner en expérience, en connaissance, en sciences, pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Il est important pour tout travailleur d'avoir un environnement de travail serein, où il se sent valorisé. Pour Kouyo Landry, consultant juridique, le syndicat doit défendre les droits de ses membres et leur apporter le soutien nécessaire en vue de leur épanouissement. Il exhorte aussi les agents des centres de santé à base communautaire à éviter les grèves intempestives et à privilégier plutôt le dialogue. Occasion aussi pour lui d'inviter l'ensemble des travailleurs de la santé à renoncer définitivement aux pratiques qui déshonorent la corporation. Le message est entendu et la profession du foi faite. Les agents des centres de santé à base communautaire prennent l'engagement d'avoir comme priorité désormais la qualité des soins. La famille au cœur d'une caravane initiée par le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. L'idée est d'apporter des vivres aux plus démunis. La commune de Yopougon et d'Abobo ont été visitées par la ministre Annou Loto lors de la journée internationale de la famille. Abobo plaque 1, c'est ici que vit depuis bientôt 35 ans Ama Kamara. Mère de 6 enfants, c'est une femme comblée que nous avons rencontrée ce 18 mai. Et pour cause, ses enfants et elle viennent de recevoir un don du ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant veut à travers cette caravane honorer les familles. Chaque année, le 15 mai est le jour dédié à la famille au plan international. L'on célèbre la journée internationale de la famille. Et le gouvernement, au décours de saisit cette occasion pour se rendre plus proche des familles, être à leur écoute et puis essayer, un temps soit peu, de les soulager de leur peine. L'église protestante méthodiste unie de Yopougon-Jesco, l'un des bénéficiaires, promet à travers le responsable faire bon usage de ces dons. C'est un geste hautement apprécié et nous voulons vous charger de dire à Madame la ministre que l'église a reçu de tout cœur et de bon cœur ces dons et que cela vraiment sera transmis aux familles les plus démunies de notre société et de notre église. Ce sont 1 tonne de riz, 200 litres d'huile et 20 cartons de savon qui ont été distribués au cours de la caravane de la famille 2014. Elle a débuté le 17 mai dans toutes les communes du district d'Abidjan et prend fin ce 18 mai. C'était un reportage de Sephora Zegui et Herman Niamian. Quel est l'impact des musées sur le quotidien des populations? L'art muséal et la fréquentation des musées est sujet à débat sur nos tropiques. À la faveur de la Journée internationale des musées, les populations se prononcent sur la question au micro de Franck Quadio. Les liens créés par les collections des musées. Le thème de la Journée internationale des musées pour 2014 se veut une opportunité de raconter une histoire sur la mémoire collective de la communauté. Et justement, en Côte d'Ivoire, plusieurs musées publics nationaux et régionaux, certains même gérés par des collectivités, jouent ce rôle. Ce témoignage de la mémoire collective reste cependant en marge de certaines préoccupations. Il n'y a jamais eu l'occasion, il n'y a jamais eu le temps aussi d'aller visiter là-bas. Et pourtant, l'importance des musées, une réalité bien reconnue. C'est très important d'avoir un musée dans un pays pour pouvoir conserver l'histoire de la culture du pays pour la génération à venir. On a appris à l'école que nous avons une civilisation, mais au fil du temps, on a perdu le courant de la civilisation. Donc il fallait quand même aller voir au musée pour voir ce qu'il y a et ce qui reste de notre civilisation. En fait. On atteste donc au musée sa fonction sociale, mais la sensibilisation traîne quelque peu pour booster l'intérêt général. Le musée des civilisations de Côte d'Ivoire, par exemple, est ouvert depuis novembre 2012. Les informations qui nous parviennent disent que le musée est toujours fermé. Nous le disons, le musée est ouvert. Et nous invitons pas seulement les scolaires, mais tous les groupes organisés, les familles, à venir visiter le musée. Musée des civilisations d'Abidjan, musée du costume de Grand Bassam, musée de Cocody, la palette est large, plus d'une dizaine d'espaces du genre dédiés à la sauvegarde du patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire.
Sachez que 36 personnes ont perdu la vie, dont 8 militaires à Kidal, au Mali, samedi dernier, lors des affrontements qui ont opposé des soldats maliens et des hommes armés. Le MNLA a indiqué qu'il détient 30 prisonniers, tous des fonctionnaires. Et le Premier ministre malien Moussa Mara a déclaré depuis Gao que le Mali est en guerre. La cause de ce conflit, le MNLA ne voulait pas de la visite du Premier ministre à Kidal. Et les forces maliennes, elles, entendaient sécuriser l'arrivée du Premier ministre. Washington et Paris appellent à la libération des otages. Et puis les Bissau-Guinéens se sont rendus aux urnes hier pour le second tour de la présidentielle. Les 800 000 détenus, les 800 000 électeurs vont choisir entre José Mario Bassa et Nuno Gomes. 245 observateurs sont déjà arrivés sur place à Bissau. Plus de 4 000 hommes de l'armée bissau-guinéenne, des éléments de la force d'attente de la CEDEAO et des experts militaires des Nations Unies sont également sur le terrain. Ces élections sont censées ramener l'ordre constitutionnel et la stabilité dans le pays 2 ans après le coup d'État. Et puis au Cameroun, le calvaire des populations du Nord victimes des inondations, on pourrait connaître une amélioration. Les Nations Unies font face à la crise humanitaire dans le pays. 281 personnes sont recasées dans un centre de santé de cette région. Les inondations frappent de nouveau l'extrême nord du Cameroun, une région particulièrement exposée au changement climatique ces dernières années. En 2012 et en 2013, de sévères intempéries avaient déjà fait des morts et des milliers de sinistrés. Certains ont reconstruit leurs maisons, mais d'autres vivent toujours sous des tentes offertes à l'époque par le Haut Commissariat aux réfugiés. Des conditions de vie précaires dans une région où alternent sécheresse et inondations. Nous, on construit à cause de la pluie parce qu'on a fait presque 2 ans ici. Maintenant, nous sommes là, les bâches sont déjà déchirées. Nous sommes là et on ne sait pas là où on va construire. Et les terrains là ne sont pas encore partagés. Nous, on fait seulement pour que les enfants restent là-dedans. Pour éloigner ces drames récurrents, des travaux sont en cours le long du fleuve Logone qui sépare le Cameroun du Tchad. La Banque mondiale a débloqué un prêt de 54 milliards de francs CFA pour la construction d'une digue de 70 km qui fera fonction de route. Ces travaux consistent à remettre en place le tronçon de digue qui avait cédé lors des furieuses inondations de 2013. Donc il y avait une grosse brèche accompagnée d'une grosse mare au niveau de Doubi. Le prêt finance également une réhabilitation des ouvrages hydrauliques pour la production agricole et la riziculture. Et puis le Parlement libyen a été attaqué et incendié en partie hier par des hommes armés. Le Conseil général a été ciblé par des hommes sous le commandement d'un ex-général à la retraite. Les députés ont dû être évacués. Les assaillants ont lancé un ultimatum au Conseil. La situation actuelle à Tripoli n'est pas sans rappeler un coup d'État. Les puissantes brigades de Zenten, connues pour leur opposition aux islamistes, ont attaqué hier une base militaire de la capitale libyenne avant de faire éruption dans le Parlement et d'ouvrir le feu. Les hommes en uniforme ont interrompu la session du Conseil législatif et l'un de ses porte-parole affirme qu'il existe déjà une assemblée constituante de 60 membres capable de remplacer les députés. Réaction du ministre de la Justice. Le gouvernement condamne l'expression d'opinion politique par la voie des armes, dit-il, quel que soit leur parti. Nous demandons l'arrêt immédiat de l'usage de l'arsenal militaire. À Benghazi, le général à la retraite Khalifa Haftar avait lancé vendredi une opération contre des groupes islamistes lourdement armés. Des affrontements qui ont fait au moins 79 morts et 141 blessés. En réponse, la base aérienne de Benina a été la cible cette nuit d'une attaque à la roquette qui n'a pas fait de victimes. Sachez que Poutine a ordonné la fin des exercices militaires près de la frontière ukrainienne. Et puis le Parlement israélien élira le prochain chef de l'État le 10 juin prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30.